bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous regardent sur Internet. Comme vous le voyez, nous sommes en 2021 et nous portons encore le masque. Je crois que les conditions sanitaires qui se dégradent nécessitent effectivement que, malheureusement, encore une fois, même si Anne Hidalgo tout à l'heure, parlant seul, a pu l'enlever, nous devions le porter d'abord pour montrer l'exemple à tous nos concitoyens et nos concitoyennes. Il faut éviter que nous reconnaissions ce qui s'est passé en 2020 et même l'année dernière. Souvenez-vous, l'an dernier, il y avait un couvre-feu. On n'a pas forcément envie que ça recommence. De nouveaux variants arrivent. Donc la prudence s'impose et, j'allais dire, se protéger en se vaccinant pour protéger les autres et pour protéger la société. C'est aussi ça qui est de notre responsabilité. Et il y a un parallèle à faire entre cette crise sanitaire que nous vivons, on va en parler avec nos invités, et quelque part la crise climatique qui évidemment est devant nous. Alors pour commencer, comme l'a dit Anne Hidalgo, elle a parlé des déceptions de la COP26 à Glasgow, elle a annoncé une COP des villes à Ouagadougou. Avant d'en parler avec Jean Jouzel qui est ici, qui est climatologue, glaciologue, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC et qui connaît parfaitement ces questions, et Carlos Moreno, que je ne présente plus, qui était là tout à l'heure, qui est professeur associé, directeur scientifique de la chaire ETI et qui a écrit un livre qui a fait pas mal de bruit sur la ville du quart d'heure, on en parlera. Je voudrais que vous écoutiez une petite vidéo de quelques minutes qui nous est envoyée justement de Glasgow, d'Écosse, par Patrick Harvey, le ministre en charge des bâtiments à zéro émission nette, de la mobilité douce et du logement au sein du gouvernement écossais. I'm delighted to join you today, albeit virtually, at this net zero event to share some perspectives from Scotland on COP26 and the journey to achieving net zero. COP26 was, of course, perhaps the most important event ever held in Scotland and also one of the largest. I want to say a few words about the Scottish Government's objectives for COP, beyond simply showcasing our country, but about Scotland's participation in COP itself. Firstly, we wanted to amplify the voices that are too rarely heard in discussions of these types. For example, voices of young people and of women. And we sought to be a bridge between these groups and the decision makers around the negotiating table. To that end, we funded the Conference of Youth, and we also supported the Glasgow Climate Dialogues to give a platform to voices from developing and vulnerable countries. And in partnership with UN Women, we launched the Glasgow Women's Leadership Statement on gender equality and climate change. I'm delighted that the Mayor of Paris signed this statement during the COP, and I would invite all of you here today to champion the statement. The Scottish Government's second key priority was to work hard to ensure that cities, states, regions and devolved governments play our full part in securing progress in the negotiations. Scotland is currently the European co-chair of the Under 2 Coalition, which held its General Assembly during the COP. More than 200 state, regional and devolved governments, including several in France, are now members of the Under 2 Coalition, and I would strongly encourage you to become members if you're not already. In the run-up to COP, the Coalition sought to maximise that influence by launching a new Memorandum of Understanding, committing members to reach net zero by 2050 at the latest, and for individual members to reach it earlier, as we are seeking to do in Scotland. And more than 200 cities and states have now signed up to the Edinburgh Declaration on Biodiversity, and I'm delighted that there are now 43 signatories in France. That represents fantastic progress as we look ahead to the Biodiversity COP next year. Our third objective was to use the COP to challenge ourselves to go further and faster in our own journey to net zero. The Scottish Government is embarking on discussions with the new Beyond Oil and Gas Alliance. We also published additional detail on our policy ambitions for onshore and offshore wind, launched a new hydrogen strategy and a £55 million nature restoration fund. And we promoted our green investment portfolio to a range of businesses and investors. The Glasgow Climate Pact does represent progress on many critical issues, even if it still looks like incremental progress instead of the emergency response that's truly required.
but we must now build on it quickly if climate catastrophe is going to be avoided. The Scottish Government's focus in the months and years ahead will be firmly on delivery. The onus is now on all of us to focus our efforts between now and COP27 and then beyond. Scotland will continue to play its full part, and we look forward to continuing to collaborate with colleagues in France and other international partners in the months and years to come. Many thanks for listening, and I hope you enjoy the rest of the conference. Merci beaucoup à Patrick Harvey, que je ne connais pas, d'avoir eu le courage de témoigner sur les succès ou les échecs de la COP. Évidemment, vous l'avez vu, cette COP a quand même pas mal fait couler d'encre sur son sentiment d'impuissance. Jean Jouzel, peut-être pour commencer, le président de la COP lui-même a dit l'accord de Paris, l'objectif 1,5 degré est en soins intensifs, pour ne pas faire de parallèle avec un virus qui nous embête. Est-ce que l'accord de Paris est encore atteignable, Jean Jouzel ? Bonjour à tous. Bonjour Madame la maire. Merci Philippe. Oui, alors, je ne le crois pas malheureusement. Je crains que ce ne soit pas le cas. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Disons que d'abord, c'est ce changement de vocabulaire qui est assez marquant entre Paris, où on ne parlait que pratiquement de l'objectif 2 degrés, et Glasgow, où effectivement on est passé à 1,5 degré et à ce qui lui est associé, c'est-à-dire une neutralité carbone en 2050. Et on voit bien en quoi c'est un véritable défi pour les villes. Je rappelle souvent qu'en 2050, il pourrait y avoir 3 milliards de plus d'habitants dans les métropoles et que la seule construction de ces métropoles, si on les construisait comme aujourd'hui avec du béton, enfin largement, disons, eh bien, nous amènerait un demi-degré supplémentaire. Donc, pour moi, un des points peut-être importants de cette COP, c'est ce passage des 2 degrés à 1,5 degré qui rend encore plus important le fossé entre ce qu'il faudrait faire et ce que collectivement nous faisons. Alors, bien sûr, c'est à mettre au crédit. Merci à Madame la maire, merci Anne d'avoir mis en lumière disons, je crois, le crédit apporté à la communauté scientifique, mais peut-être un peu tardivement, je le crains. Pas de votre côté, pas de ton côté, Anne, mais collectivement, il aurait mieux fallu que cette crédibilité nous soit accordée à notre communauté il y a 30 ans, lorsque nous disions déjà que le réchauffement climatique serait là si nous continuions à émettre des gaz à effet de serre. Donc, ce degré 5, eh bien, les engagements avant Paris, donc les engagements nous emmenaient sur une trajectoire supérieure à 3 degrés. Donc les engagements, c'est sur 2020-2030. Il faut faire des hypothèses pour l'après 2030. Ça s'est un peu amélioré avec les engagements pris à Glasgow, en particulier l'Europe. Est passé de moins 40% à moins 55% par rapport à 90. D'autres pays ont fait aussi un effort, mais pas suffisant. On est un peu en dessous de 3 degrés actuellement, mais bien sûr très loin du compte en termes par rapport au 1,5 degré. Une autre façon de répondre à votre question très rapidement, c'est que nous allons augmenter les émissions de l'ordre de 15% d'ici 2030 avec ces engagements, alors qu'il faudrait les diviser par 2. Et dès 2030, nous aurons utilisé toute la quantité de carbone que nous pouvons émettre par rapport à 1,5 degré. Tout ce qui viendra après s'ajoutera à 1,5 degré. On voit bien la difficulté. En gros, pour respecter 1,5 degré avec les trajectoires que nous connaissions, il faudrait tout arrêter après 2030. Évidemment, ce ne sera pas le cas, ce n'est pas souhaitable non plus. Ce qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut faire un effort supplémentaire. Alors, il y a certainement beaucoup de choses encore à faire, mais c'est vrai qu'il y a un autre glissement sémantique qu'on voit apparaître dans le débat climatique, c'est qu'on est en train de passer de l'atténuation à l'adaptation. Beaucoup des changements, et je crois que vous pouvez en témoigner, parce qu'il faut être lucide. Quand on parle, y compris à la jeunesse qui nous dit arrêtez le blablabla, la réalité, c'est que les changements qui sont en cours sont irréversibles. Tout ce qui a été mis est déjà dans l'atmosphère.
Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue notamment des maires de Anne Hidalgo, des maires de grandes villes, de grandes métropoles? Si on est face à des changements irréversibles, je cite 2-3 exemples. On a intitulé cette séquence "La menace se précise". On a connu Vancouver, des dômes de chaleur, plus de 100 morts. Il y a eu les inondations qui ont fait près de 200 morts en Allemagne. La Belgique aussi atteinte. La France a connu, avec Nice, la vallée de la Roya, également des drames. Il y en aura d'autres. Comment est-ce qu'on se prépare finalement à un monde dont on sait qu'il sera, on connaîtra des catastrophes de cette nature plus fréquemment? Bien sûr, par exemple, si on regarde au niveau de l'Europe, eh bien, à plus 3 degrés, il pourrait y avoir une multiplication par 30 ou 40 du nombre de décès chaque année associés aux catastrophes climatiques. Largement plus de 100 000 chaque année au niveau européen. Et ça vaut pour... On peut dire qu'il y aura plus de morts liés au changement climatique qu'à la crise sanitaire. Et 99% de ces décès seraient liés aux vagues de chaleur, et en particulier dans les villes, évidemment, avec ce problème d'îlots de chaleur. Donc, effectivement, l'adaptation, la prévention sont indispensables. Il faut mener de front l'atténuation et l'adaptation. Mais l'adaptation ne sera possible, j'ai déjà dit la difficulté de rester à 1,5 degré, que si on reste le plus proche possible d'1,5 degré. Dès qu'on s'en éloigne trop, eh bien, l'adaptation deviendra de plus en plus difficile. C'est ça le problème. C'est quoi? Disons, c'est un objectif de bon sens que de rester autour d'1,5 degré. C'est pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir s'adapter au réchauffement climatique, au moins pour l'essentiel. Disons, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra. Disons, Anne Hidalgo l'a souligné, et c'est vrai que cette accélération est bien là. Elle était anticipée. Ce n'est pas, disons, un échec des scientifiques que de voir le réchauffement climatique s'accélérer. Au contraire, c'était ce qui était anticipé. Et donc, il faut vraiment s'adapter. Est-ce qu'on peut mesurer, j'allais dire physiquement, la différence entre 1,5 et 3 degrés? Oui, bien sûr, en termes de vagues de chaleur, eh bien, ce sont des événements qui arriveraient une fois tous les 10 ans avant l'ère industrielle, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, arrivent déjà en termes de vagues de chaleur de plus en plus fréquemment, disons 2 à 3 fois, entre 2 et 3 fois actuellement, mais ça arriverait pratiquement chaque année, au-delà entre 3 et 4 degrés. Donc voilà, des multiplications de vagues de chaleur avec les risques associés, en particulier en ville, avec ce problème, c'est-à-dire aussi ce problème social, c'est-à-dire que face à ces difficultés, eh bien, il y a des inégalités, c'est-à-dire des personnes comme moi, disons que quand il y a une vague de chaleur à Paris, eh bien, on va en Bretagne, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient quitter Paris quand il y a des vagues de chaleur qui n'ont simplement pas les moyens de le faire. Donc il y a ce problème social très impliqué par rapport au problème climatique. Donc il faut absolument regarder l'adaptation comme disons, un objet qui touche évidemment les problèmes environnementaux, mais aussi les problèmes sociétaux dans leur ensemble. C'est ça qui est important. Mais les villes sont au premier rang de la nécessité d'adaptation. Elles sont plus fragiles que les territoires, ou que certains territoires, ça dépend évidemment. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est un défi du zéro carbone. Ce n'est pas qu'un défi de zéro carbone, c'est aussi un défi d'adaptation pour les villes, en particulier par rapport aux vagues de chaleur, mais il peut y avoir aussi des risques d'inondation. Voilà, dans certaines villes, y compris, disons, Paris, on ne peut pas exclure un risque comme 1910. Donc, voilà, donc c'est tout cela, et anticiper est nécessaire. Mais il faut mener de front la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Le temps passe, on a un peu de temps, mais avec Carlos Moreno, on voudrait quand même parler de ses conséquences humaines et sociales. Votre livre, qui est sorti et qui a connu pas mal de succès, à quoi vous tient ce succès mondial de l'idée de la vie du quart d'heure, Carlos Moreno? Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé en son temps à cause de la crise Covid, en ce moment où on était tous confinés, ou est-ce qu'il apparaît comme une solution peut-être aussi à ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire la nécessité d'adapter nos comportements, notre mode de vie?
Bien sûr. Mais merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Et en fait, ce concept, je l'ai formalisé il y a 5 ans. Je parle du concept de hyper-proximité. Et après la COP21 donc, à Paris, puisque j'ai proposé à ce moment-là une feuille de route qui passerait donc pas uniquement par des mesures, on va dire, techniques pour diminuer notre consommation, notre émission de CO2, consommation d'énergie, émission de CO2, mais j'ai proposé une approche dans un monde devenu très urbain, partout. Je rappelle, 80% des Français vivent dans 1/5 du territoire, quelle que soit la taille de la ville. Et donc, j'ai proposé qu'on s'intéresse plutôt à nos modes de vie. Et il y a 2 chiffres qui m'ont frappé il y a 5 ans quand j'ai fait ce travail-là. Les premiers, que ce soit dans les métropoles parisiennes, mais également un peu partout dans le monde, il faut garder en tête qu'on a 70% de la population active qui s'élève chaque matin et qui se déplace dans les mêmes tranches horaires, donc très tôt le matin et tard le soir, vers le matin, 10% de territoire. C'est un entonnoir. 70% des personnes vont passer la journée dans 10% de territoire avec une moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie aller et autant au retour. Deuxième chiffre, il faut savoir que la moyenne du taux d'usage des bâtiments de nos villes, c'est entre 30 et 40%. Ça veut dire que si je tourne ce chiffre à l'inverse, l'essentiel de nos bâtiments, entre 60 et 70%, sont fermés dans la journée. Pourquoi ? Parce que nous payons très cher un urbanisme monofonctionnel, une activité, une seule chose. Donc les paradigmes que nous avons proposés de l'hyperproximité il y a 5 ans, aujourd'hui prennent tout son essor, parce que d'une part, il y a une prise de conscience de la COP21 à la COP26 sur l'urgence climatique. Jean en a parlé très très longuement sur les effets. Et deuxièmement, la pandémie des Covid-19 nous a amenés à vivre de manière forcée dans la proximité et surtout, nous avons compris qu'on pouvait travailler différemment que comme on a travaillé depuis le siècle dernier, c'est-à-dire aller tous les matins vers un bureau dans lequel l'économie même ayant changé, les nouvelles technologies s'ayant développées. Donc si effectivement, aujourd'hui, je suis très heureux et je remercie la maire de Paris, Hidalgo, parce que c'est notre combat commun, c'est une hybridation entre une équipe de scientifiques et une maire courageuse et déterminée qui n'a jamais lésiné des efforts pour aller au-delà donc, du combat climatique, pour introduire la composante sociale et la composante économique, pour que tout le monde retrouve son compte. Philippe, c'est tout simplement, le professeur Yunus nous l'a appris, quand il a défini les modèles de développement durable pour les villes, il a dit qu'il faut que ça soit économiquement viable, écologiquement vivable et socialement équitable. Et la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, c'est la synthèse entre l'écologie pour émettre moins de CO2, l'économie pour relocaliser de l'emploi, pour relocaliser les commerces de proximité, pour relocaliser les activités dans les villes, pour relocaliser donc la création des valeurs, et les sociales, parce que nous voulons laisser personne sur les bords du terrain, parce que nous voulons donner la chance à tous et chacun, parce que dire bonjour à quelqu'un dans une ville, comme dit Edgar Morin, c'est lui dire tu existes. Cher Carlos, c'est certainement une utopie tout à fait formidable, qui est très bien pour ceux qui vivent dans les centres-villes, dans les cœurs de ville, notamment comme Paris. Est-ce que c'est accessible dans une région comme l'Île-de-France, où Paris vit dans un territoire où il y a 12 ou 13 millions de personnes qui se déplacent, qui ont besoin de se déplacer et qui, évidemment, et je pense que personne ne veut faire le mal pour le principe, mais sont amenés à prendre, par exemple, leur voiture, etc. Donc comment on passe de cette ville du quart d'heure ou du territoire de la demi-heure dans la réalité de la vie de ceux qui n'ont pas forcément accès à la vie au centre de Paris? Ce n'est plus une utopie, cher Philippe. Il y a 5 ans, on m'avait dit que c'était une utopie parce que personne ne pourra travailler près de chez soi. Aujourd'hui, plus personne dit que c'était l'utopie. Nous sommes maintenant à l'épreuve des faits, et pas uniquement à Paris, pas uniquement en Île-de-France, mais c'est au niveau mondial. J'étais hier à Bilbao, avant-hier j'étais à Vitoria, la semaine d'avant j'étais donc à Madrid. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces concepts de l'hyperproximité porte en lui-même un nouveau mode de vie qui est celui de la déconcentration,
Anne Hidalgo dit à juste titre, je la cite toujours en disant, c'est les Big Bang de la proximité. C'est décentraliser nos vies, c'est décentraliser l'économie, c'est décentraliser les services, c'est amener les services au plus près de chacun. Hier, donc, c'était tout à fait intéressant de voir avec UN Habitat, l'Organisation mondiale des villes, comment il y avait pendant toute la journée des exemples très très concrets d'une nouvelle organisation de vie dans des territoires très vastes. Et en fait, ce n'est pas une baguette magique. On ne va pas en une semaine changer 70 ans d'urbanisme, des fragmentations, des ségrégations, des profondes fractures dans lesquelles l'économie a tiré l'urbanisme en créant des distances très fortes entre les lieux d'habitat et les lieux de travail et les autres activités. Par contre, nous savons aujourd'hui que nous pouvons construire des feuilles de route de ce que nous appelons la métropole déconcentrée, la métropole décentralisée, la métropole polycentrique, et que nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir créer des lieux intermédiaires, comme on les fait à Milano avec les maires Giuseppe Sala et d'autres lieux dans le monde, dans lesquels on ne va pas travailler tous les jours au même endroit, à 1 heure de distance. On va travailler dans des lieux qu'on appelle des hubs, donc sur lesquels on vient écourter les distances et pour lesquels on crée une activité décentralisée. Je dirais que c'est un devoir. Et je vais finir par une petite anecdote, et je fais un clin d'œil à Anne Hidalgo. Je reçois actuellement des photos des manifestations en Andalousie, à Guadalquivir, des gens qui défilent avec des pancartes en disant « Queremos la ciudad de 15 minutes ». Nous voulons la ville des quarts d'heure. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en approprient des concepts pour exiger des services de proximité loin où ils sont et ils ne l'ont jamais eu. C'est la même chose aujourd'hui en Amérique latine, à Santiago de Chili, à Buenos Aires, où les gens ils disent on veut la ville des quarts d'heure, on veut des services de proximité, on veut qu'on s'en occupe plus et mieux de ce qui existe autour de nous, parce qu'on en a marre de faire 1 heure pour aller à un hôpital. Merci Carlos Moreno. Le quart d'heure qui nous a été accordé est épuisé. Néanmoins, merci de nous avoir expliqué. On continuera à débattre de ces sujets. Merci de laisser la place et vos micros. Et on va prendre la suite de la table ronde. Merci.